Recherche et l'innovation au service de l'émotion, c'est une réalité. Nous allons le voir ensemble avec notre premier invité, Guillaume Delesquin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président Worldwide of Designer Brands Fragrances de L'Oréal. Absolument. Ah, on dit à peu près comme ça. Et vous avez créé avec Kirkham Amplify un son qui provoque la même sensation que le nouveau parfum de Viktor & Rolf, Spice Bomb Infrared. Vous vouliez proposer une nouvelle expérience digitale du parfum. Je vous propose qu'on regarde comment ça s'est passé et on en parle juste après. Alors Spice Bomb Infrared, c'est une eau de toilette pour hommes qui donc développe toute sa sensualité au cours de la journée, voire au cours de la nuit, dans le but de faire monter la température des corps. Quand on a rencontré Kirkham Amplify, la question c'est est-ce que vous êtes capable de créer un son qui fait monter la chaleur du corps? Et ils sont venus nous voir vraiment avec une approche très expérimentale. Alors la première étape, c'est un travail d'enquête. Il faut comprendre justement les mots de Viktor & Rolf, ce que le parfumeur a voulu dire quand il a créé le parfum, et constituer justement un portrait sémantique, le portrait de sensation du parfum Viktor & Rolf. En parfumerie, on a une terminologie qui de temps en temps peut être assez proche de la terminologie de la musique. Accords, harmonie, notes, tout ceci a créé une sorte de langage commun. À partir de là, je lui ai raconté le parfum. Donc il y avait tout un vocabulaire autour de la chaleur, de l'incandescence, de l'intensité, du désir aussi. Tout un champ sémantique aussi autour de la sensualité, de quelque chose de plus doux. On part d'une sensation olfactive pour arriver à une sensation sonore, mais déjà on a fait le même exercice lors de la création du parfum. C'est une création verbale, la création de parfum. Il y a un enjeu qui est de sortir un petit peu de sa propre subjectivité en tant que créateur sonore. Et on a travaillé donc avec la méthode Speak, qui est une méthode qui a été développée par l'équipe Perception et Design Sonore à l'IRCAM. Moi, ce que je voulais, c'est pas forcément un son qui me plaise, ou un son qui nous plaise. Simplement, on voulait un son dont, scientifiquement, il était prouvé qu'il faisait monter la température du corps. De ça, on a donc déroulé une méthodologie qui est très scientifique, grâce à des méthodes d'évaluation basées sur des résultats en psychoacoustique, pour aboutir à une pastille qui, en même temps, est un objet créatif très fort et en même temps, scientifiquement évaluée comme étant la plus proche possible des sensations qu'on voulait générer grâce à ce son. C'est la première fois que je me livrais à cet exercice que j'ai trouvé fascinant, parce que je trouvais que ça retranscrivait d'une manière sensorielle très précisément ce que j'ai en tête quand je pense à Spice Bomb Infrared. Et si on est capable, à travers le son, de s'adresser à des milliards de personnes, hommes et femmes, partout dans le monde, on est là dans une totale nouvelle dimension du parfum qui est extrêmement intéressante parce qu'elle est digitale, parce qu'elle est universelle et parce qu'elle est totalement portée dans l'innovation. Guillaume Delesquin, c'est une première mondiale. Comment est née cette idée ? Alors, cette idée, elle est née d'une rencontre. Elle est d'abord d'un problème et d'une rencontre. Le problème, c'est que nous sommes dans une époque où le monde est en train de shifter sur le digital, en tout cas dans la distribution de la beauté, et particulièrement la distribution du parfum, et arrive le Covid. Et le Covid entraîne la fermeture des parfumeries quasiment mondialement. Et nous, au DBF, chez L'Oréal Luxe, on s'apprête à lancer un parfum qui s'appelle Spice Bomb Infrared et qui a vocation à être le parfum le plus torride, le plus sensuel, le plus chaud, le plus épicé. On utilise notamment une épice qui s'appelle le piment habanero, qui est la plus torride des épices. Et on part sur une baseline, un slogan qui est « Turn up the heat ». Fait monter la chaleur du corps, la chaleur de la nuit, la chaleur de la relation avec l'être aimé. Et on se retrouve dans un monde où on ne peut plus échantillonner parce que les parfumeries sont fermées. On est dans un vrai problème de communication, de faire savoir. Et c'est là où je rencontre Nathalie,
la présidente d'IRCAM Amplify, qui me dit « Travaillons ensemble sur un projet ». Et je lui dis « Moi, j'ai un projet qui est vraiment un problème, qui est lancer un parfum dont la promesse, c'est de faire monter la température du corps, la chaleur de la relation, la chaleur de la nuit. Comment on peut travailler ensemble ?» Et vous avez commencé à travailler. Et on a commencé à travailler. En mode expérimental. Hein. Totalement expérimental. Parce que, effectivement, moi, j'avais une double ambition. C'était effectivement savoir jusqu'où on pouvait aller, parce que j'avais jamais travaillé sur un son par rapport à un parfum. Et ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'était la démarche scientifique. C'est-à-dire d'être capable de prouver techniquement, scientifiquement, que le son pouvait avoir des vibrations, des sensations très proches de celles que provoque le parfum. Est-ce qu'on peut dire que vous avez, en son, recréé un parfum? D'après ce que dit le parfumeur, le créateur du son, du scent, c'est ça qui est marrant aussi en anglais, c'est qu'on dit scent en anglais et sound, et que les deux se répondent très très bien. Ce que dit Jean-Christophe Hérault d'IFF, c'est exactement la note olfactive que j'ai créée qui a été traduite dans un son. Et c'est ce que disent aussi les consommateurs, by the way. Et une fois encore, ça n'aurait pas marché, mais vous vouliez le faire, le tester. Alors, d'abord, ça n'a pas marché. Ouais. Le premier son qui a été créé, on n'a pas été satisfait. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est une démarche complètement nouvelle, aussi bien pour nous dans la création de parfums que pour IRCAM Amplify dans la création de son. Et sans doute la méthode qu'on a employée, on a mis beaucoup de gens, du marketing, des études, n'était pas la bonne. Et donc le son sur lequel on a atterri, finalement, bon, c'était sans plus. Et on a complètement changé la démarche et on a décidé de confier totalement la création du son au créateur du nez avec le créateur du son. Donc Jean-Christophe, côté parfum, et Romain, côté IRCAM Amplify. L'image est très importante dans le monde du parfum. Qu'est-ce qu'apporte le son ? Tout. Fondamentalement, le son est une formidable source de sensation. Or, le parfum, c'est sentir bon, c'est sentir bien. La notion de sensation est inhérente au parfum. La notion de ressenti, le mood boosting, le feeling good, etc. La manière la plus universelle de faire ressentir cette sensation, mondialement, c'est sans doute le son. Et c'est en cela que le projet était fascinant, c'est que l'image, elle est forcément extrêmement brouillée par des valeurs culturelles, sociales, historiques. Moi, j'ai le sentiment que le son dépasse ces notions-là, et c'est vraiment le langage universel de la sensation. Alors, vous avez prononcé le mot d'échantillon, on peut dire ça, c'est un échantillon sonore ? C'est le premier échantillon de parfum digital qui soit dans la même sensation, la même vibration, la même émotion que le parfum, mais c'est un son. Comment ont réagi vos équipes, les distributeurs, avec cet échantillon, justement ? Alors, il y a deux écoles, comme toujours. Il y a ceux qui disent « c'est génial, c'est fabuleux, ça casse complètement les codes de l'échantillonnage » et Dieu sait que dans le monde du parfum, l'échantillon, c'est clé. Personne ne porte un parfum s'il n'a pas senti, soit sur soi, soit sur quelqu'un d'autre. Donc, le vecteur de lancement d'un parfum, c'est d'abord l'échantillonnage. Donc il y a deux écoles. Ceux qui trouvent ça absolument génial, extrêmement nouveau, moderne, universel, breakthrough. Et puis il y a ceux qui disent que on n'est pas prêt, c'est trop tôt. Donc on est vraiment sur une démarche très très avant-gardiste. Certains l'adoptent tout de suite, d'autres vont mettre plus de temps, mais c'est pas grave, il vaut mieux être en avance et imprimer le rythme et le mouvement que d'être un peu derrière. Alors ça vous donne des idées pour la suite ? Je crois qu'il y a deux idées fondamentales. La première, c'est... Ce qui nous a beaucoup aidé dans le projet, c'est qu'on était très très clair sur la démarche de la sensation de l'odeur. Cette sensation de chaleur, de torride, de feu, de sensualité. Donc la démarche, la vision qu'on avait du parfum était très claire. Donc ça nous a beaucoup aidé dans la vision qui était celle du son. Il y a des grandes familles de sensations dans le parfum. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler maintenant, c'est d'essayer de trouver quelles sont les grandes familles de sensations du parfum et quels sont les sons qui vont avec cette démarche qui pour nous est fondamentale, qui est la valeur scientifique. C'est un métier sérieux, le parfum. C'est un vrai métier. Le son aussi. Un métier de chercheur. Complètement. Et d'ailleurs, c'est ça qui était fascinant dans le projet. Et puis je reviendrai également à la deuxième idée. C'est ça qui est fascinant dans le projet, c'est que nous étions en présence avec Romain et avec Jean-Christophe de deux chercheurs de sensations.
de ressenti, de vibration, qui voulaient vraiment converger, conjuguer leur savoir-faire, leur métier, leur connaissance. Et c'est ça qui était fascinant. Donc le son comme étant l'échantillon digital du parfum, c'est fondamentalement une révolution. Et c'est véritablement quelque chose qui va changer la manière d'aborder le parfum, comme le digital a totalement changé la manière d'aborder le parfum, puisque sentir une odeur devant un écran, c'est quelque chose d'assez difficile. Et donc, on peut le trouver, cet échantillon? Comment vous l'utilisez? Comment vous allez l'exploiter? Alors, pour l'instant, on l'utilise beaucoup en relations publiques. On l'utilise beaucoup en com interne. Et certains retailers commencent à l'utiliser pour faire connaître l'odeur, le parfum de Spice Bomb Infrared. Et sur d'autres parfums, vous imaginez déjà des choses? Vous disiez tout à l'heure que vous réfléchissiez, mais on peut imaginer, on est à peu près dans un parfumeur, il a un orgue devant lui. Je ne sais pas si ça existe encore comme ça. Si, tout à fait. En son, on peut imaginer un orgue et on peut imaginer avoir un assemblage d'un côté de fragrances, de l'autre de fragrances sonores. On peut prononcer ce mot. Oui, vous savez, comme Jean-Christophe le disait dans le film, les mots sont les mêmes dans la création du son et la création du scent. On parle de composition, on parle de notes, on parle d'accords. Donc la terminologie est exactement identique. Est-ce qu'on sera capable de créer un son à partir d'un parfum et un parfum à partir d'un son? Absolument. Moi, ce qui me paraît absolument fondamental, c'est l'approche scientifique. Évidemment, il y a une approche hédoniste, etc. Mais l'approche scientifique est capable de dire que je peux être capable de prouver que les sensations, les vibrations ressenties à travers un son sont les mêmes qu'un parfum. C'est ça qui fait toute la différence. Ben voilà, on invite ceux qui nous regardent à tester l'une et l'autre des sensations avec ce parfum Viktor & Rolf Spice Bomb Infrared. Absolument. Et avec le son qu'on peut trouver sur ce film et puis chez vous sur les réseaux sociaux de Viktor & Rolf. Absolument. Merci beaucoup Guillaume de Lesquen d'être venu nous voir dans ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie 2022. Merci Étienne. Et nous allons maintenant vous raconter une expérience de transmission. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce forum Mathilde Michel-Lambert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Philharmonie des enfants. On va découvrir en images ce lieu magique au cœur de la Philharmonie de Paris. Regardez. Bienvenue sur la grande scène de l'orchestre. Je vais te montrer quelques gestes simples pour diriger un orchestre. Ensuite, tu pourras diriger tout seul. Tu es prêt? C'est parti. Il faut bouger les bras de haut en bas, comme ceci. Fais comme moi. Essaie d'être bien régulier.
Alors ici, on est à la Philharmonie des enfants, un espace de 1000 mètres carrés qui a ouvert le 29 septembre de cette année, qui est un lieu dédié aux enfants de 4 à 10 ans pour un parcours de découverte de la musique et des sons. Alors dans cet espace, il y a effectivement une salle qui est consacrée à l'expérience du chef d'orchestre qui s'appelle Maestra Maestro, qui a été conçue avec le concours d'IRCAM Amplify. On a été très heureux de pouvoir s'appuyer sur cette fraternité, on va dire, de la Philharmonie de Paris avec IRCAM pour bénéficier de la connaissance, de l'expertise, des travaux de recherche aussi qui ont été menés depuis de longues années à l'IRCAM pour proposer aux enfants une expérience très simple, très intuitive de la direction d'orchestre avec un jeu à reconnaissance gestuelle qui, en fonction de l'amplitude de ce geste ou de sa rapidité, va ajuster en temps réel la musique qui est jouée par l'orchestre de Paris qu'il va entendre. Tu peux faire jouer l'orchestre plus vite en accélérant le mouvement de tes bras. Ou moins vite en ralentissant le mouvement. Tu peux faire des grands gestes pour que l'orchestre joue plus fort. Ou des petits gestes pour qu'il joue moins fort. Donc en fait, il y a une caméra qui filme l'enfant. De cette caméra, on analyse son mouvement. Et de ce mouvement, on le traduit en paramètres musicaux. Et ceux-ci, on les applique à l'enregistrement sonore qu'on a effectué avec l'Orchestre de Paris pour la transformer et l'adapter au geste qui a été fait. Dans le projet qu'on a souhaité mener, on a beaucoup travaillé d'ailleurs sur l'intention, quel était vraiment l'objectif qu'on essayait d'atteindre. Il y avait plusieurs contraintes. Il y avait celle de pouvoir proposer un jeu qui était vraiment accessible sur une tranche d'âge assez large, puisque 4 ans à 10 ans, c'est quand même très vaste. On voulait que ce soit un jeu qui soit intuitif. On voulait pouvoir faire appréhender 2 notions simples, l'amplitude de la musique et son tempo. Et puis, on voulait également que ce soit une installation low-tech, c'est-à-dire que malgré une technologie extrêmement élaborée, elle soit masquée, qu'il ne soit pas confronté à un jeu vidéo, à un jeu d'arcade, des choses qu'il peut le faire dans son salon. Bravo, tu as bien dirigé l'orchestre. Tu peux saluer. Mathilde Michel-Lambert, la Philharmonie des enfants, c'est un projet majeur pour la Philharmonie de Paris et qui a donné lieu à un énorme travail d'étude. Racontez-nous ça. Alors effectivement, c'est un travail qui a été mené pendant plus de 4 ans, à la fois de recherche, de conception et de fabrication, dans un processus d'ailleurs test and learn systématique. On a souhaité que tous les objets qui étaient présentés dans ce parcours soient systématiquement mis dans les mains des enfants et testés avant d'être fabriqués. Et c'est un projet majeur en effet, dans le sens où il vient compléter une proposition à l'adresse des familles, des classes de la Philharmonie de Paris, ancienne, très foisonnante déjà, entre le musée de la musique, les ateliers pédagogiques, les concerts participatifs, les concerts éducatifs, en proposant en fait un parcours d'interaction libre, d'exploration autonome des enfants avec des notions qui touchent à la musique et au son. Alors, 1000 mètres carrés, une trentaine d'installations. On va parler de Maestra Maestro, mais qu'est-ce qui fonctionne bien ? Est-ce qu'il y a un top des installations qui fascinent les enfants ? Alors, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Il y a des choses qui fonctionnent particulièrement chez les tout-petits. On peut jouer de la cuisine, par exemple, en écoutant le son des casseroles et des brosses à nettoyer les pommes de terre en acoustique et en amplifié. Donc ça peut fasciner durablement les petits. On peut également se prendre pour des stars de rock sur scène avec des instruments simplifiés qu'on joue réellement, avec une partition graphique qu'on suit comme un karaoké. Il y a évidemment Maestra Maestro qui est un hit de ce parcours, parce que je crois que dès lors que les enfants sont dans une posture d'imitation, de faire comme si, avec un soin particulier qu'on a voulu créer, de mise en scène, de lumière, de reconstitution en fait de ces petites salles de spectacle, alors il y a un vrai bonheur de faire comme si. Comment ils réagissent ? Parce qu'ils sont fascinés, vous le dites, et d'autre part, qu'est-ce qu'on vient chercher en proposant cette installation aux enfants ?
Alors l'installation de Maestra Maestro, elle a une approche qui est finalement assez modeste, comme du reste l'ensemble du parcours de la Philharmonie des enfants, c'est-à-dire que c'est un parcours dans lequel on accueille sans prérequis de pratique ou de connaissances musicales tous les enfants, quelle que soit leur particularité, leur spécificité, avec un soin particulier pour le handicap et toute forme de handicap. Et cette approche, elle est modeste dans le sens où on cherche à créer une rencontre entre les enfants et la musique, ou en tout cas une remémoration de cette condition musicale des êtres humains qui, forcément, dès la venue au monde, sont confrontés au monde des sons, sont confrontés à la musicalité du monde. Et en particulier pour des enfants qui aujourd'hui sont très sollicités visuellement, c'est important de réapprendre à entendre avec son corps. Donc finalement, c'est sans doute ça aussi que viennent chercher les familles, les professeurs des écoles, c'est réinstaurer la sensation, être à nouveau attentif à la sensation et redécouvrir la musicalité de la vie. Et aussi cette notion de contrôle par le geste avec cette technologie avec laquelle a été élaborée cette installation. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? Vous avez eu un cahier des charges très précis avec IRCAM Amplify et avec l'IRCAM ? Alors on a travaillé main dans la main avant tout sur l'intention, puisque finalement il y avait plein de manières d'aborder la mise en scène du chef d'orchestre. Est-ce qu'on voulait que les enfants suivent une sorte d'apprentissage, de méthodologie qui leur donnerait des gestes clés ? Et dans ce cas-là, quel geste choisir, quel chef d'orchestre suivre ? Ou est-ce qu'au contraire, il fallait leur donner une liberté d'action, une sorte de spontanéité dans le geste ? Et c'est plutôt ça qu'on a voulu poursuivre en se mettant d'accord sur ces deux dimensions que sont la vitesse et l'intensité. Et avec le concours des chercheurs, on a vraiment travaillé dans ces dimensions-là, en essayant d'embrasser le plus largement possible des gestes libres, des gestes quelquefois un petit peu désynchronisés, rapides, maladroits, pour que l'enfant ait la sensation vraiment directe que la mise en mouvement de son corps avait un effet sur ce qu'il entendait. Et puis vous avez embarqué l'orchestre dans cette aventure. Comment ont réagi les musiciens qui ont participé à la construction de ce projet ? Alors je crois qu'ils l'ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, alors probablement lié aussi au contexte de confinement et au fait que cette période très particulière leur donnait l'occasion de faire des choses en dehors des sentiers battus et que c'était vraiment heureux pour eux. Mais c'était aussi assez inédit comme approche dans le sens où il a fallu donner à la machine, donner au logiciel pour qu'il restitue en temps réel la direction de l'orchestre par l'enfant, d'enregistrer une série d'interprétations très très variées d'extraits musicaux. Il y a 4 extraits d'œuvres que l'on peut choisir à diriger. Et il a fallu enregistrer 6 ou 7 interprétations différentes, y compris des interprétations complètement extravagantes, avec un tempo qui n'est jamais exécuté, ou une intensité extrêmement faible. Voilà, donc des choses qu'on ne pourrait pas entendre dans ces œuvres, mais qui étaient nécessaires pour qu'il y ait une crédibilité de la restitution musicale. Alors c'est aussi une ouverture de la Philharmonie de Paris à un public beaucoup plus large à travers cette première expérience et avec l'expérience des enfants. Quel est le public aujourd'hui qui vient vous voir ? Alors on a 2 types de publics principaux qui sont pour ces enfants de 4 à 10 ans le public scolaire en semaine et puis le public individuel, les familles. J'ajouterais quand même les centres de loisirs le mercredi après-midi. Avec la difficulté actuelle de l'accès pour les écoles à ce type d'équipement. Mais c'est effectivement un public qui est très vaste et je raconterai juste une petite anecdote rapidement si vous le permettez. On a une petite fille qui, sortant de la Philharmonie des enfants, dit à son père « Est-ce que tu crois que ça existe une philharmonie pour les parents ?» Donc on était confrontés vraiment à une découverte de l'équipement. Les gens viennent alors qu'ils ignorent absolument tout, quelquefois, de la salle de concert, des esthétiques, on va dire, classiques ou académiques, et qu'ils sont embarqués aussi parce que, à travers ces expériences sur le son et sur la musique, on leur propose d'être confrontés à ce qu'ils voient aussi, à ce qu'ils entendent tous les jours. Les grandes marques françaises de la culture s'exportent. On voit les musées, les grands musées. Là, aujourd'hui, on a la Philharmonie de Paris, qui est une grande marque, qui a cette installation, la Philharmonie des enfants, qui a travaillé avec une grande marque française du son,
On peut imaginer de se projeter dans ce genre de choses en développement de projet ? Alors on y aspire, effectivement. On se dit Ouais. que on a tenté quelque chose qui est assez exhaustif sur les notions qu'on peut aborder avec les enfants autour du son et de la musique. On a aussi choisi ce parti de l'engagement du corps, de la spontanéité, de la liberté d'action, avec une scénographie qui invite à ça, réalisée par Constance Guisset et qui est extrêmement confortable, j'allais dire, pour le corps, pour le mouvement. Donc on a l'immodestie de penser que c'est un peu nouveau. En tout cas, on a un peu fait le tour du monde et on n'a pas trouvé d'espace qui proposait quelque chose d'aussi vaste et d'aussi combiné que ce que nous faisons. Donc on a effectivement très envie de proposer ce parcours en France, à l'étranger, de collaborer avec des structures d'accueil des enfants ou des structures musicales. Merci Mathilde Michel-Lambert. Je rappelle que vous êtes directrice de la Philharmonie des enfants à Paris. Une expérience à vivre à la Philharmonie de Paris dans le 19e. Merci beaucoup. Quand on parle de son et d'interactivité, on pense forcément à la radio. Comment l'expérience conversationnelle va transformer notre rapport à la radio ? Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Cécile Chambaudry. Vous Bonjour. êtes directrice générale d'Énergie Globale. Bonjour Cécile. Oui, bonjour. Alors depuis 40 ans, Énergie a bien grandi. C'est aujourd'hui une marque globale puissante sur le digital. Comment abordez-vous cette question de la conversation ? Alors, effectivement, donc c'est pour nous devenu tout à fait naturellement parce que quand on est une radio très forte avec dans le groupe, vous le savez, Énergie, Chérie, Nostalgie et Rire et Chanson, on se pose tout de suite la question de savoir comment on va pouvoir aussi prolonger cette conversation qui existe sur la radio, sur tous les supports numériques, sachant que le numérique, à l'heure actuelle, ça représente 20% maintenant du mode d'écoute de la radio. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis nous, dans le groupe, on a été très attentifs au fait que les enceintes connectées se développaient et que ces enceintes connectées, justement, allaient pouvoir permettre cette interaction. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les enceintes connectées, à l'heure actuelle, c'est 1 million d'auditeurs tous les jours qui les utilisent pour écouter leur radio. Donc, c'est vraiment... on a passé même la barre du million. Et on a une progression sur l'année dernière par rapport à l'année d'avant de 23% des écoutes sur ces enceintes. Donc, à travers les enceintes connectées, on s'est dit ça ouvre des perspectives absolument formidables parce que finalement, toute l'interaction qu'on a entre nos animateurs et nos auditeurs, on doit pouvoir recréer cette interaction également à travers les enceintes. À travers les contenus, pas forcément musicaux d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un enjeu très important pour la radio, c'est le contenu parlé, le podcast.
avec une grosse concurrence. Qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine ? Alors, on propose sur le podcast, mais on se met aussi dans le prolongement de ce qu'on peut faire sur nos antennes. Ouais. Alors, la première expérience qu'on a faite, on l'a faite il y a 1 an, très exactement, avec Koé, qui est toujours très friand d'innovation, de nouveautés. Et en fait, on a pris les interviews de stars que pouvait faire Koé, donc avec Miley Cyrus, David Guetta, etc. Et ce qu'on a proposé comme expérience à nos auditeurs sur les enceintes, c'est finalement d'ouvrir un dialogue avec Koé et d'avoir un cheminement qui les amenait à interagir avec lui pour écouter ces interviews de stars. Donc, on a fait un constat par rapport à ça, c'est que ce qui est évidemment très important, c'est que pour amener les auditeurs à aller sur ces programmes très spécifiques, évidemment, il faut les soutenir, il faut les baliser à partir de nos antennes radio pour amener les auditeurs à aller expérimenter. Donc ça, c'était la première étape qui était très évidente pour nous parce que au niveau des antennes, il y avait déjà une prise de conscience très forte qu'il se passait quelque chose sur les enceintes et on avait déjà fait beaucoup de pédagogie auprès de nos auditeurs sur ces nouveaux usages. Et en particulier, on avait fait pas mal de messages mettant en scène des stars qui invitaient les auditeurs à aller utiliser les enceintes. Donc, quelque part, on a eu un écosystème qui s'est mis en place qui était assez naturel. Et qui fait que, d'ailleurs, à l'heure actuelle, on est le premier groupe privé à être écouté sur enceinte connectée. Et alors, pour rebondir sur les podcasts, parce que je n'oublie pas, c'est plus récent. Les podcasts, c'est tout récent, ça date d'il y a 10 jours. On a lancé notre premier podcast conversationnel. On avait un podcast qui marchait très, très bien et qui marche très bien, qui s'appelle « Conte-moi l'aventure ». Donc, c'est un podcast qui est sous la marque Chérie FM. Ouais. Donc, on s'adresse aux mamans, mais à travers Conte-moi l'aventure, on s'adresse aussi évidemment aux enfants. Et quand on réfléchit aux enfants, on se dit que ce qui marche très très bien pour eux, c'est de les mettre dans un format qui soit presque immersif. Et il y a un livre qui nous parle beaucoup, c'est le livre dont on est le héros. Je ne sais pas si vous l'avez eu en main. Et donc on s'est dit comment on peut recréer cette expérience-là de l'enfant qui devient le héros de son podcast de manière naturelle. Pour expliquer ce qu'était ce livre, je ne sais pas si ça existe encore d'ailleurs, mais les chapitres étaient écrits, puis on choisissait et on allait à la page en fonction de l'orientation qu'on voulait donner à l'histoire. Exactement. C'est ce que vous faites avant le podcast. C'est exactement ce que l'on fait. Donc là, on a commencé par Alice au Pays des Merveilles. Donc on s'est... alors, d'un point de vue technique, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'associe toujours à des startups qui sont performantes sur le sujet, parce que c'est des expertises très, très pointues. Donc là, on s'est associé à ADN.ai pour la partie technique. Et nous, sur la partie éditoriale, on a retraduit l'histoire de Alice au Pays des Merveilles en disant finalement l'enfant il va pouvoir choisir soit d'être le chapelier fou, soit le lapin. Donc en fait au démarrage du podcast on vous propose d'être ou le lapin ou le chapelier. Et puis après comme ça vous allez cheminer dans l'histoire et finalement vous pouvez vous raconter une histoire différente à chaque fois que vous l'écoutez. Après on vous demande si dans la potion magique vous avez envie de rétrécir ou au contraire de grandir, etc. Et l'histoire se réécrit en fonction finalement de ce qui se passe et du choix de l'enfant. Donc en fait, pour nous, ce qui était très important, c'est toute cette capacité émotionnelle dont on a déjà beaucoup parlé ici tout au long de la journée, toute cette émotion qu'on peut recréer qui va être très différente, très forte, parce que l'enfant n'est pas un spectateur de son podcast, il devient vraiment l'acteur de son podcast et il va avoir le plaisir de le réécouter tous les jours. Alors, il peut se raconter la même histoire, mais il peut aussi s'amuser à changer le cours de l'histoire. Donc ça, c'est tout récent. On va en tirer les enseignements, évidemment. Et l'idée, c'est de le dupliquer. Et c'est vrai qu'avec les enfants, ça paraît très, très évident. Donc voilà, donc on est très heureux de cette histoire. Et pour la petite histoire, justement, le podcast, quand il est sorti, il fonctionne très, très bien, mais on a été tout de suite très haut dans les classements, donc dans les classements de podcasts. Donc, on est très confiant sur la suite à donner. Un tout petit mot sur le voice commerce, la pub. Oui. La pub interactive. On disait tout à l'heure en début de forum, ça n'a pas beaucoup bougé dans la pub. Ça va bouger avec le voice commerce ?
Alors, le voice commerce, ça ouvre quand même pas mal de problématiques pour les marques, parce que, en fait, là, il va falloir non pas être une marque parmi les autres, mais il va falloir être la marque préférée. Parce que quand on fait tout à la voix, effectivement, il faut sortir en première position. Donc là, en fonction des historiques de recherche que vous allez avoir, de la plateforme sur laquelle vous allez être, les propositions vont être... Si vous demandez « je veux des piles », on peut vous proposer des piles Amazon, ou on peut vous proposer les piles de votre dernière requête. Mais si vous voulez passer devant tout le monde, il va falloir travailler vraiment sur un territoire sonore très spécifique, travailler sur de la préférence de marque. Et donc, ça veut dire effectivement asseoir sa marque de manière très forte au niveau de son travail sur le son. Et le voice commerce, ça soulève une autre problématique, c'est celle de toute la sécurisation des données. Donc ça, c'est tout un champ, effectivement, qui est loin d'être neutre. Donc nous, c'est des nouveaux champs exploratoires sur lesquels on va aller sur 2022, sur toute la partie voice commerce, et toujours avec notre démarche, j'allais dire, de tester les choses, de voir comment ça fonctionne, et puis d'avancer avec des marques partenaires, et puis des sociétés partenaires aussi qui nous paraissent performantes sur le sujet. Merci beaucoup Cécile Chambaudry, vous êtes directrice générale d'Énergie Globale. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment l'immersif crée de nouvelles expériences? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie Antoine Petroff. Vous êtes directeur des produits immersifs à IRCAM Amplify. Alors, quand on parle d'immersif, on parle beaucoup d'images pour l'instant. On en a encore vu un exemple ce week-end. Qu'est-ce que le son apporte en plus? Alors, déjà, la première chose, c'est de définir un peu, quand on parle de son immersif, de quoi on parle. Parce qu'aujourd'hui, on parle de son 3D, de Dolby Atmos, de plein de choses. Tout d'abord, quand on parle de son immersif, c'est qu'on parle d'une sensation, en fait, une expérience sonore où on a l'impression d'être immergé dans une bulle sonore. Et pour arriver à cette sensation-là, le moyen le plus efficace, en fait, est d'avoir du son qui provient de toutes les directions. Et donc, aujourd'hui, on commence à obtenir enfin des formats de son qui permettent d'obtenir ce genre d'expérience. Il y a un effet waouh, mais ça va plus loin. Alors, ça va plus loin. Ce qu'il faut comprendre, pareil, c'est que, en fait, dans la vie de tous les jours, quand on marche dans la rue, quand on va à un concert, on est en permanence dans une expérience immersive. Quand on marche dans la rue, sans même s'en rendre compte, on entend le bruit de nos pas au sol, on a le son des oiseaux qui chantent, qui sont en hauteur, des voitures qui nous tournent autour, etc. Tout ça participe à une sensation qui est réaliste et dont on a l'habitude, depuis qu'on est tout petit, d'avoir. Jusqu'à il y a quelques années, pour arriver à faire des expériences sonores préenregistrées,
les formats disponibles ne permettaient pas de faire ce genre d'expérience. Donc si on prend la stéréo, qui est le format le plus répandu, en fait, on a une expérience qui est réduite par rapport à ce que le cerveau a l'habitude d'entendre. Donc en fait, le cerveau doit faire tout un travail pour essayer de recréer une expérience qu'il a l'habitude d'avoir à partir d'un format qui n'est pas naturel pour lui. Là où en fait un son immersif avec vraiment des sons qui viennent de toutes les directions, le cerveau est libéré de ce travail-là et donc est apte à percevoir toutes les émotions, toutes les informations qu'on essaie de lui transmettre. Donc l'effet waouh est non seulement instantané, et il est valable pour tout le monde, et ce n'est pas un effet. En fait, c'est vraiment c'est une sensation, on a l'impression de retrouver ce qu'on recherche en fait naturellement. On aura beaucoup parlé de cerveau cet après-midi et ça rejoint un peu la question de la santé qu'on abordait en tout début de forum avec le label de haute qualité dans la musique. Finalement, le plus naturel pour l'oreille, ça serait le son immersif. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce que nous prépare l'immersif pour demain? Alors, peut-être avant de parler de ce qu'on peut arriver, là où on va aller dans le futur, on peut commencer par repartir dans le passé. Et en fait, le son immersif a démarré il y a environ 30 000 ans. Des différentes études en France et en Espagne depuis quelques années, en fait, ont prouvé que l'emplacement des peintures rupestres dans les grottes donc du Paléolithique était à des endroits où le son, en fait, les échos, les sonorités étaient les plus immersives. Donc en fait, les échos étaient le plus enveloppant en fait, pour la personne. Et vraiment, il y a un lien direct entre les emplacements des peintures et ce son immersif. Si on revient un peu plus proche, 19e siècle, Richard Wagner a conçu sa salle de concert à Bayreuth pour que le public ait l'impression d'être au milieu de l'orchestre, même si pour autant, évidemment, l'orchestre n'était pas... donc voilà. Donc déjà dans le passé, en fait, cette recherche de son immersif ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, si on prend le courant XXe siècle, on a commencé à avoir des concerts immersifs avec des haut-parleurs tout autour des gens, etc. Pour autant, ça restait des événements de niche, on va dire, parce qu'impliquant une technologie et de la technique autour relativement complexe. Aujourd'hui, on est capable de faire des expériences immersives avec un casque. On est capable de faire des expériences immersives avec peu de haut-parleurs, typiquement dans une voiture ou même avec un système sonore, une barre de son par exemple chez les gens. C'est ça, on n'est pas obligé d'avoir un dôme avec plein d'enceintes comme les magnifiques installations qu'on a ici à l'IRCAM. Aujourd'hui, vous avez des technologies pour proposer de l'immersif sans avoir une installation qu'on ne trouvera jamais forcément chez tout le monde. Exactement. Comment ça marche ? Alors, si on prend le casque, tout d'abord, avec un casque, on est capable vraiment de recréer le son qui va être perçu par deux oreilles, exactement identique que s'il avait été réellement généré à une direction donnée à l'extérieur. Donc ça, aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de le faire et qui sont mises en œuvre, justement, entre autres par IRCAM Amplify. Donc dans le casque, on est capable vraiment de recréer une expérience immersive totale. Après, si on prend une voiture, par exemple, on n'a pas des haut-parleurs qui permettent de réellement recréer des sonorités qui viennent de toutes les directions. Pour autant, justement, quand on parle de son immersif, on veut avant tout créer l'impression, pour la personne qui va être au centre de ça, d'être dans cette bulle sonore. Et donc, on a développé là, des technologies qui permettent vraiment de donner cette impression pour l'auditeur. Pour autant, uniquement avec un nombre réduit de haut-parleurs. Avec des équipements spécifiques ou aujourd'hui ce sont les logiciels qui permettent j'ai mes écouteurs, je vais profiter de ce son immersif parce qu'il a été traité par un logiciel? C'est purement logiciel. C'est purement logiciel. C'est l'énorme avantage, c'est que ça n'implique pas, et en particulier les technologies qu'on a développées avec Amplify, ça n'implique pas une disposition d'un device particulier. L'idée est vraiment de pouvoir créer une sensation immersive, quel que soit le device, mais aussi quelle que soit la source. Parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des contenus sont en stéréo. Ces technologies-là permettent justement, à partir d'un contenu stéréo, de donner une impression immersive. Alors, on ne va pas tout d'un coup avoir des sons qui proviennent de toutes les directions, mais en fait, on n'a pas envie. Quand on écoute quelque chose qui a été mixé et enregistré en stéréo, c'est pas ça dont on a envie quand on parle d'immersif, c'est qu'on a envie de créer une sensation d'être plongé dans l'œuvre qui a été créée.
Après, ces technologies permettent aussi, par exemple, si on prend les nouveaux formats comme le Dolby Atmos ou d'autres formats de son justement tridimensionnels, évidemment de créer une expérience qui sera d'autant plus immersive. Merci beaucoup Antoine Petrov, directeur des produits immersifs à IRCAM Amplify. Merci infiniment. Merci.